Bienvenue à tous à ce webinaire sur la mise en œuvre des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et de la Commission des droits de l'homme. Je m'appelle Folusho et je suis responsable du suivi de la mise en œuvre des décisions au sein du Centre des droits de l'homme de l'Université de Pretoria. Avant de commencer, j'aimerais demander à chacun de nos participants de bien vouloir couper leur micro lorsqu'ils ne s'expriment pas. La session est enregistrée et est diffusée en direct sur le site web de l'Université de Pretoria. Avant de commencer, je vais inviter le directeur du Centre des droits de l'homme, le professeur Franz Fillul, pour son allocution de bienvenue et pour qu'il puisse nous présenter un peu le canevas de ce webinaire. Merci, professeur. Merci, Folusho. Une fois de plus, je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous ici présents. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos participants et nous remercions particulièrement les représentants des trois institutions qui ont été invités. Nous accueillons parmi nous la commissaire Abono de la Commission des droits de l'homme. Nous accueillons également le secrétaire du Comité des droits de l'homme et nous accueillons également le représentant de la Cour des droits de l'homme, M. Menzon, ainsi que Mme Adiam Zemenfes, qui nous vient du Comité des droits de l'enfant. Merci beaucoup pour votre présence et pour l'opportunité que vous nous donnez d'en apprendre plus sur votre travail. Je voudrais également saluer la présence du professeur Rachel Murray, qui travaille au sein du projet de mise en œuvre des droits de l'homme de l'Université de Bristol. Elle parlera de ce projet et nous donnera également une contextualisation de son travail. Je crois que nous savons tous que le siècle passé a été le siècle des droits de l'homme, notamment après la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui a été accueillie avec enthousiasme. Seulement, le 21e siècle est devenu le siècle du scepticisme par rapport aux droits de l'homme. Et selon moi, une bonne partie de ce scepticisme est due à ce que nous avons vu au cours du XXe siècle relatif à la mise en œuvre de ces droits de l'homme. Et dans le cadre de ce travail, nous avons remarqué, par exemple, qu'il y a beaucoup plus d'engagement sur la mise en œuvre des décisions, des jugements pris par les organes des droits de l'homme partout dans le monde. Mais dans le même temps, il s'agit de voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons continuer les critiques, mais surtout répondre aux différents obstacles auxquels nous faisons face dans ce domaine. Et il s'agira pour nous de voir dans quelle mesure est-ce que nous pourrons aller de l'avant. C'est pour cette raison que nous avons pensé organiser ce webinaire pour écouter les prix. Mesdames et messieurs, l'interprète a des difficultés à entendre l'orateur parce qu'il y a plusieurs micros qui sont ouverts. Nous attendons donc avec impatience les différentes présentations qui seront faites. Nous allons écouter quelles sont les priorités, les difficultés, les obstacles, mais également les opportunités auxquelles nous faisons face en ce qui concerne la mise en œuvre des décisions prises par les organes des droits de l'homme en Afrique. Comme Folusho l'a dit, cet événement est enregistré et diffusé en direct. Nous vous demandons de bien vouloir couper vos micros. Nous aurons des présentations qui seront faites à la suite desquelles nous donnerons la possibilité aux participants de poser des questions.
Je vous demanderai donc de bien vouloir ajouter vos commentaires, vos remarques, vos questions dans la messagerie et ils constitueront le point de départ de nos débats à la suite des communications. J'aimerais également, pour commencer, remercier tous ceux qui ont permis l'organisation de cette réunion et je nous souhaite à tous une très bonne réunion, de fructueux échanges au cours des 2 prochaines heures. Merci. Merci beaucoup, Prof. Yun. Nous aurons maintenant le professeur Rachel Murray, qui est directrice du Centre de mise en œuvre des droits de l'homme de l'Université de Bristol. Elle partagera avec nous son point de vue et elle nous donnera une introduction, une présentation du projet avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet. Professeur Murray, merci pour le show. Et merci au Centre des droits de l'homme pour ce travail collaboratif et merci à chacun d'entre vous pour le temps que vous m'accordez. Je vais dire seulement quelques mots portant sur le projet de mise en œuvre des droits de l'homme et qui est à l'origine de ce webinaire. Il s'agit d'un projet dont nous avons obtenu un financement du Conseil de recherche en sciences sociales de la Grande-Bretagne. C'est un projet collaboratif en partenariat avec le Centre des droits de l'homme de l'Université de Pretoria et 2 universités en Grande-Bretagne, l'Université d'Essex et l'Université du Sussex. Et ce projet a vu le jour en 2015. Maintenant, quel est l'objectif de ce projet? Il s'agissait principalement d'analyser ce qui se passait au niveau national une fois que les décisions, que les jugements avaient été adoptés par les cours, les tribunaux internationaux. Nous avons donc tenu compte de la situation en Afrique, en Amérique et en Europe, et nous avons analysé la situation dans les différents systèmes. Nous avons tenu compte de plusieurs décisions, de plusieurs jugements pris par les différents organes des traités des Nations Unies et nous avons essayé de nous entretenir avec plusieurs acteurs, plusieurs parties prenantes. Nous avons mené des exercices de collecte de données pour voir si les recommandations, les décisions prises par les différents organes avaient été mises en œuvre. Il s'agissait par exemple de voir si, lorsque la Commission des droits de l'homme en Afrique prenait une décision sur la détention d'individus, est-ce que, par exemple, cette décision était mise en œuvre? Quel temps est-ce que cela nécessitait avant que la décision ne soit mise en œuvre par les États? Ainsi de suite. Nous avons publié un ensemble d'articles scientifiques, un ensemble de documents qui sont tous disponibles sur notre site web et que je rends disponible via la messagerie ici. Mais ce n'est pas la seule chose que nous avons effectuée. Nous pensons qu'il y a d'autres points qui sont assez pertinents à la discussion que nous aurons aujourd'hui. Nous avons remarqué ainsi que la mise en œuvre était très rarement automatique. Et je crois ici qu'il faut préciser que lorsque l'État dispose de la volonté politique, les décisions sont prises rapidement. Mais la volonté politique n'est pas un concept très utile, surtout lorsque vous tenez compte de la complexité des procédures et des acteurs impliqués. Pour ce qui est de la mise en œuvre de ces décisions, il y a donc un problème. Je vous donne un exemple. Très souvent, ce qui est considéré comme une recommandation facile à mettre en œuvre, c'est le paiement des compensations. Très souvent, il y a des difficultés. Lorsque, par exemple, les pénalités ne sont pas décidées ou ne sont pas remboursées par l'État, il faudra donc continuer les discussions pour savoir quel est le montant des pénalités. Mais très souvent, ce que nous avons remarqué, et ce n'est pas seulement en Afrique, ce n'est pas seulement dans les systèmes africains, nous avons remarqué cela dans les autres systèmes, c'est qu'il n'y a pas de processus clair pour permettre le paiement des compensations. Généralement, donc, les décisions ne déclenchent pas de la même façon que les tribunaux au niveau national le paiement des différentes compensations. Et donc, dans certains cas, ce que vous remarquez, c'est que
la victime ou les représentants légaux sont obligés de courir dans tous les sens pour savoir à qui s'adresser au sein de l'appareil étatique, au sein de l'appareil judiciaire pour justement obtenir les compensations dont il est question dans les jugements. Et cela n'a rien à voir avec la volonté politique ou avec le désir de mettre en œuvre une décision. C'est tout simplement une question de procédure bureaucratique qui peut-être n'existe pas. De plus, lorsque vous avez par exemple des réparations qui tiennent compte de plusieurs organes de l'État, tels que par exemple le Parlement ou l'appareil judiciaire, je vous donne un exemple. Si l'une des décisions est qu'une loi ou qu'une législation doit être adoptée, doit être modifiée, ou qu'un individu doit être relâché, ainsi de suite, cela nécessite très souvent qu'un organe indépendant de l'exécutif puisse prendre une décision ou mettre en œuvre la dite décision. Et au niveau national, cela entraîne donc un changement qui permettra aux organes en question de faire leur travail. Mais que se passe-t-il lorsque les 10 organes n'existent pas? Et donc, vous avez un problème. Il peut également y avoir un problème lorsque les organes refusent de se conformer aux décisions. La question maintenant est de savoir comment est-ce que cela se passe, pourquoi cela se passe, et est-ce que cela est lié, par exemple, à la bureaucratie, est-ce qu'il s'agit d'exigences bureaucratiques, ainsi de suite. Il faudrait également que j'ajoute qu'il y a une chose que nous avons entendue de la part de nombreux États, de nombreuses autorités étatiques, c'est le besoin de suivi après les jugements, après les décisions, et surtout la nécessité d'enclencher un dialogue avec les différentes parties prenantes. Très souvent, il faut donc continuer pour savoir à quel niveau engager un dialogue avec les prenantes, à quel niveau s'arrêter, et très souvent, l'environnement permettant ce dialogue n'existe pas. Pour finir, j'aimerais ajouter une chose, c'est la visibilité. Ce que nous avons remarqué dans de nombreux pays sur le continent africain, c'est que la visibilité, non seulement des décisions, mais également la visibilité des mécanismes qui permettent les réparations n'existe pas. Et les autorités étatiques, les organismes qui sont responsables de la mise en œuvre de ces décisions, très souvent ne sont pas visibles, ne sont pas connus. Et ces processus, les jugements, les décisions, les mesures qui suivent les décisions, ainsi de suite, ne sont pas visibles. Nous avons des années, nous avons passé beaucoup de temps à analyser cela et nous nous sommes rendus compte que dans de nombreux cas, il était difficile de trouver exactement ce qui s'était passé et ce qui se passait actuellement, même après nos échanges avec les différentes parties prenantes. Dans certains cas, évidemment, il y a de bonnes choses qui sont faites, mais très souvent, ces bonnes choses ne sont pas vulgarisées. Pour conclure donc, je pense évidemment qu'il y a de nombreuses priorités en matière des droits de l'homme sur le continent. Je pense qu'il y a eu un changement en ce qui concerne la vision que nous avions de ces droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les réparations et les décisions. Et je crois que nos recherches ont montré qu'il y a eu de nombreuses améliorations en termes de système, en termes de la réponse des États au cours des 5 et 10 dernières années, y compris la reconnaissance des États par rapport à l'importance de la mise en œuvre de certains organes et organismes. Les mécanismes de compensation également existent. Tout cela est important et a été reconnu comme étant important par les États. Cependant, la conclusion demeure la même. Il est important pour les organismes de traité, pour les différentes parties prenantes, non seulement pour leur crédibilité, mais également pour leur travail, de montrer que
les décisions qui sont prises, notamment en ce qui concerne les réparations, sont respectées par les États. Et ces recommandations, ces recommandations et réparations, très souvent, sont faites, sont mises en œuvre. Généralement, elles ne sont pas visibles, mais cela ne veut pas du tout dire qu'elles n'existent pas. Ce que nous avons remarqué, c'est également que nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup plus de mise en œuvre et de respect des décisions que ce à quoi nous nous attendions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Murray, pour cette introduction. Avant de continuer, j'aimerais informer notre audience que ce webinaire est enregistré en anglais et en français. Et j'aimerais inviter chacun des participants à choisir la langue qui lui convient et ensuite à couper le son original afin de pouvoir écouter la présentation soit en anglais, soit en français. Merci beaucoup. Sur ce, je vais continuer. Nous allons maintenant continuer avec la discussion et je vous donnerai un aperçu de la façon dont est-ce que cela se passera. Je crois que le professeur a déjà expliqué un peu comment est-ce que nous allions procéder, mais nous avons 4 panélistes. Nous avons 2 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons un représentant de la Cour et un représentant du comité des droits de l'enfant. Après les présentations, après l'introduction, les communicateurs feront une présentation d'une durée de 15 minutes qui sera suivie par des débats. Les débats seront constitués autour des questions qui sont posées dans la messagerie et je vous encourage ainsi à poser vos questions dans la messagerie. Et après cette session de questions-réponses qui sera facilitée par le professeur Rachel Murray, les questions seront lues aux panélistes et donc je vous demanderai à ce sujet de rendre vos questions succinctes et brèves. Et les panélistes auront donc 2 minutes pour répondre à ces questions et bien sûr à d'autres questions qui pourraient éventuellement être posées. Je vais maintenant présenter nos 4 panélistes. Le premier orateur ou la première oratrice sera la commissaire Marie-Louise Abomo, qui est commissaire au sein de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Notre deuxième orateur est M. Bruno Maison, qui est responsable juridique au sein du secrétariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Après lui, nous aurons une présentation du Dr Robert Hainaut, qui est secrétaire au sein de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et pour finir, nous aurons une présentation de Mme Adiam Zemenfes, qui est chercheuse juridique sur les droits des enfants au sein du secrétariat du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Nous allons donc commencer avec les présentations et nous allons commencer avec la commissaire Marie-Louise Abomo. Vous avez la parole. Madame la commissaire, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Vous avez la parole. Merci, Monsieur Foloucho, de me passer la parole. Effectivement, je suis Marie-Louise Abomo, commissaire à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et je crois que je suis ici en ma qualité de vice-présidente du groupe de travail chargé des communications. C'est avec plaisir que je prends part à ce webinaire et vous comprendrez que du fait de ma qualité, je me focaliserai plus sur la question des communications. Monsieur Menzan, qui est le juriste assistant et le représentant du secrétariat, complétera ma présentation, étant entendu que les décisions de la commission ne s'arrêtent pas seulement aux décisions rendues sur les communications. Je vous remercie.
Comme vous le savez, au terme de l'article 45 de la Charte africaine, la Commission africaine des droits de l'homme a, entre autres missions, le mandat de promouvoir et de protéger les droits de l'homme sur le continent. Ma présentation sera donc focalisée sur le mandat de protection et particulièrement sur la mise en œuvre des décisions prises par la Commission sur les communications, plaintes qui lui sont soumises. Dans l'exécution de son mandat de protection, la Commission reçoit des plaintes des États, des individus et des ONG alléguant des violations des droits de l'homme. L'examen de ces plaintes appelées communications au terme de la Charte africaine donne lieu à des décisions, recommandations qui doivent être mises en œuvre par l'État défendeur pour redresser les violations identifiées le cas échéant. À ce jour, la Commission a reçu 756 communications, dont 3 communications interétatiques. Elle en a finalisé 547, dont 151 sur le fond, et 3 cas qui ont été renvoyés devant la Cour africaine. La Commission ne dispose pas à ce jour de statistiques sur le taux de mise en œuvre des recommandations contenues dans les décisions qu'elle adopte à l'issue de l'examen des communications qui lui sont soumises, car les parties aux communications lui fournissent très rarement le rapport sur la mise en œuvre des recommandations. Cependant, elle constate que le niveau de mise en œuvre est très faible par rapport aux décisions rendues. Mon exposé comprendra donc 3 parties. Une première partie relative à la présentation de ce que je pourrais appeler les stratégies de mise en œuvre des décisions de la Commission, les stratégies mises en œuvre par la Commission. Une deuxième partie qui sera relative aux raisons et objectifs de ces stratégies, pourquoi est-ce que ça a été pensé comme ça. Et une troisième partie qui portera sur les recommandations. S'agissant de la première partie, dans le but de relever le défi de la mise en œuvre des décisions adoptées en vue de la réalisation effective de la protection des droits de l'homme sur le continent, la Commission a mis en place certaines différentes stratégies au fil des années. Nous avons notamment la création du groupe de travail sur les communications, qui peut être considéré comme le cadre structurel. Le groupe de travail sur les communications a été créé par la résolution 194 de 2011, avec pour mandat notamment de coordonner le suivi de la mise en œuvre des décisions de la Commission. Les missions de ce groupe qui ont été fixées par la résolution 212 de 2012 et la résolution 225 de la même année ont été étoffées au fil du temps. À côté de la création du groupe de travail, je crois qu'à la suite des différents séminaires, des différents ateliers qui ont relevé certains manquements dans le règlement intérieur de 2010, la Commission a procédé à la révision de son règlement intérieur, lequel a été adopté en 2020, mars 2020. Et ce règlement intérieur de 2020 apporte quelques innovations. Je citerai comme innovation l'envoi d'un compte rendu d'exécution par les parties concernées sur la demande de la Commission. Qu'est-ce que ça veut dire? Au terme de la règle 125 du règlement intérieur de 2020, dans un délai précis, ce compte rendu, pour compter de la notification à elle, faite de la demande, le compte rendu fait l'objet d'une communication à l'adversaire. C'est-à-dire que lorsque la décision a été rendue et qu'elle est connue de l'État partie, la Commission lui demande de lui faire un compte rendu. Ce compte rendu est communiqué à l'adversaire pour des questions de respect du principe du contradictoire. À côté de cela, l'État défendeur peut être invité à présenter des informations supplémentaires sur les mesures prises pour réagir à la décision. C'est une innovation parce que cette procédure n'existait pas dans le règlement de 2010. À ce propos, le rapporteur de la communication se voit impliqué dans le suivi des mesures prises par l'État pour l'exécution de la décision de la Commission. Il peut ainsi, à toute étape, se renseigner auprès des parties concernées sur toute évolution. Il s'agit ici des alinéas 5 et 6 du règlement, de la règle 125 du règlement de 2020. À côté de
l'envoi d'un compte rendu d'exécution, la Commission a aussi décidé d'impliquer les institutions nationales ou spécialisées des droits de l'homme ayant un statut d'affilié auprès de la Commission dans le suivi de la mise en œuvre des décisions. Il convient de signaler que plusieurs ateliers ont été organisés sous le leadership du réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme, le RINAD, en vue d'échanger sur l'implication et le rôle des institutions nationales des droits de l'homme dans le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la Commission et des arrêts de la Cour africaine. La troisième innovation concerne l'implication des organes délibérants dans le suivi de la mise en œuvre des décisions rendues. Le règlement intérieur de 2020 prévoit la possibilité pour la Commission de soumettre à l'attention des organes délibérants compétents de l'Union africaine, dans le cadre de son rapport d'activité à eux soumis conformément aux dispositions de l'article 54 de la Charte africaine, et qui comprend une partie sur la question de la mise en œuvre de ces décisions, tout comportement d'un État partie qui donne lieu à des questions de non-conformité à ces décisions. Il s'agit des alinéas 8 et 9 de la règle 125 en rapport avec la règle 138 du règlement intérieur. Il y a un autre moyen que la Commission utilise, c'est celui qui lui permet d'évoquer la question de l'exécution de ces décisions non encore mises en œuvre durant les différentes missions de promotion effectuées dans les États parties. Alors, pourquoi est-ce que la Commission a choisi d'apporter ces innovations? S'agissant de l'implication des différentes entités et institutions, les stratégies adoptées par la Commission trouvent leur fondement dans le rôle attribué aux différentes entités et institutions impliquées pour une amélioration de la mise en œuvre des décisions de la Commission. S'agissant premièrement des États parties, il mérite d'être rappelé qu'en ratifiant la Charte africaine, les États se sont volontairement engagés, en vertu de l'article 1er, à remplir de bonne foi les obligations découlant de la Charte. À ce titre, la Commission rappelle toujours aux États parties leur responsabilité première en vue du respect de leurs obligations de promotion et de protection des droits de l'homme. En cas de violation des droits garantis par la Charte, la Commission les invite à agir conformément à leurs engagements en mettant en œuvre ces recommandations et ces décisions. S'agissant des INDH et des ONG, la Commission se félicite de l'adoption des lignes directrices sur le rôle des INDH dans le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la Commission africaine et des arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples élaborés par le RINAD en 2016, qui indiquent les différentes stratégies que les INDH peuvent utiliser pour promouvoir la mise en œuvre des décisions des organes régionaux. Quant aux ONG, leur rôle dans le suivi et la mise en œuvre des recommandations et décisions des organes des droits de l'homme est aussi important et nécessaire dans la mesure où la plupart des plaintes relatives aux violations des droits de l'homme dans nos pays émanent de ces organisations. La Commission invite donc les ONG, en leur qualité de partie aux communications, à lui présenter l'état de mise en œuvre des décisions conformément aux dispositions du règlement intérieur. Ces informations lui permettraient de faire le suivi auprès des États défendeurs pour la mise en œuvre des recommandations et décisions rendues sur les communications. Quels sont les objectifs? En termes d'objectifs, je dirais qu'il y en a un qui est général, c'est-à-dire l'efficience et l'efficacité des décisions rendues par la Commission et de son mandat de protection. Ces objectifs, ou cet objectif, part du constat effectué par la Commission. D'ailleurs, le professeur Murray l'a évoqué en partie, et qui consiste à la correction des situations ci-après observées et qui peuvent constituer un frein à la mise en œuvre des décisions, recommandations de la Commission, à savoir, entre autres, et notamment, le manque d'engagement, elle a dit, et de volonté politique de la part des États pour mettre en œuvre ces décisions. À côté de cela, on peut évoquer les contraintes budgétaires lorsque les réparations sont élevées. Certains États peuvent ne pas être en mesure de les mettre en œuvre. On peut encore évoquer l'absence de mécanismes nationaux de mise en œuvre, ainsi qu'une législation nationale sur la mise en œuvre des décisions adoptées par les mécanismes régionaux et internationaux des droits de l'homme. On peut encore évoquer l'absence de clarté
dans certaines recommandations formulées par la Commission, notamment le manque de spécificité des mesures et actions proposées par la Commission pour remédier aux violations contestées. On peut encore citer l'absence de banque de données et de mécanismes de suivi au sein de la Commission pour contrôler la mise en œuvre de ces décisions-là, une absence de mécanismes politiques de l'Union africaine pour contrôler la mise en œuvre des décisions rendues par les organes des droits de l'homme et une absence de ligne directrice pour aider les différentes parties à contrôler la mise en œuvre des décisions. Pour remédier à tout cela et atteindre l'objectif de l'exécution régulière et spontanée des décisions de la Commission par les États défendeurs, et tenant compte de ce que la mise en œuvre des décisions et recommandations des organes des droits de l'homme n'est possible que s'il y a un fort engagement et une volonté politique des États, ainsi que la mobilisation des parties prenantes, notamment les INDH et les ONG, du fait de la place privilégiée que leur confère le statut d'affilié et d'observateur auprès de la Commission recommande aux États parties de respecter leurs engagements en vertu des instruments régulièrement ratifiés et mettre en œuvre les décisions de la Commission, de mettre en place un mécanisme national de mise en œuvre des décisions afin de faciliter la coordination de leur mise en œuvre et d'établir un fonds spécial pour ces fins. Aux INDH et aux autres agences spécialisées d'utiliser les lignes directrices élaborées par le RINAD et de plaider en faveur de la mise en œuvre des décisions des organes régionaux et internationaux. Aux ONG de s'impliquer dans le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la Commission et de notifier régulièrement à la Commission l'état de mise en œuvre des décisions rendues dans les communications qu'elles ont introduites devant la Commission. L'Union africaine de mettre en place un mécanisme politique de suivi de la mise en œuvre des recommandations et décisions adoptées par ces organes. Le respect des décisions des organes des droits de l'homme permet non seulement d'améliorer l'effectivité de la justice pour les victimes des violations des droits de l'homme, mais également d'accroître la légitimité du système africain des droits de l'homme dans son ensemble. En l'absence de la volonté politique de l'État à se conformer aux recommandations et décisions des organes de l'Union africaine et sans l'appui local qui veille au respect de la mise en œuvre des décisions des organes régionaux et internationaux, les décisions adoptées risquent fort, dans certains cas, d'être réduites aux déclarations et aux manifestations de circonstances, malgré toutes les innovations qui pourraient être prises dans le cadre des règlements intérieurs de la Commission. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Madame la Commissaire. Merci pour cette bonne présentation. Et nous aimerions rappeler à nos intervenants que, étant donné que les interprètes travaillent dans les deux langues, il serait bien de contrôler le débit pendant les présentations pour leur permettre donc de suivre de bout en bout le contenu des présentations et de l'interpréter. Maintenant, nous allons passer à la présentation suivante. Alors, merci, monsieur le modérateur. Merci au centre et à tous les partenaires qui ont contribué à la mise en place de cet important webinaire sur la mise en œuvre des décisions des institutions des droits de l'homme ou des organes des droits de l'homme de l'Union africaine. Je suis là en qualité de représentant de Madame la secrétaire par intérim du secrétariat de la Commission qui n'a pas pu se dégager finalement pour participer à cette importante activité. Elle présente toutes ses excuses aux organisateurs ainsi qu'aux participants. Et prenant la suite de la brillante présentation de Madame la commissaire Abomo, je voudrais donner la perspective du secrétariat sur ces questions de mise en œuvre des décisions de la Commission en ce qui concerne les communications. Elle a déjà précisé que ce n'est pas seulement au niveau des décisions de la sur les communications que, c'est-à-dire ce n'est pas seulement au niveau du contentieux que les recommandations de la Commission rencontrent des difficultés pour leur mise en œuvre, mais aussi sur tous les autres aspects du mandat de la Commission, que ce soit ses résolutions,
ses observations conclusives et finales, etc. Donc, c'est un problème général qui est pris au sérieux par la Commission, dans la mesure où si l'aboutissement du travail que vous faites n'est pas finalement mis en œuvre et n'atteint pas l'objet recherché, votre rôle devient on ne peut plus caduc. Alors, je fais mienne toutes les observations et la présentation de l'honorable commissaire pour ajouter simplement que il faut le signifier sans coup féri qu'on ne peut pas parler spécifiquement de stratégie en tant que telle de mise en œuvre des décisions de la Commission sur les communications parce que il n'y a pas un document cadre qui dit que pour parvenir à la mise en œuvre des décisions de la Commission, voilà, nous allons procéder par A plus B. Ce document n'existe pas et il est temps de pouvoir formuler une telle stratégie qui va comporter des objectifs, des actions concrètes à poser, etc., etc. Donc, c'est un point important à noter, mais n'empêche, il y a des éléments épars sur lesquels l'honorable commissaire est revenu qui peut former les points sur lesquels on peut s'appuyer pour élaborer une stratégie à proprement parler. Alors, ces éléments sont le cadre normatif, bien entendu, avec la révision du règlement de 2010, qui maintenant est devenu le règlement 2020 de la Commission. Vous avez vu les améliorations et innovations apportées à ce règlement, notamment à l'article 125, que l'honorable commissaire a bien détaillé avec l'intervention des divers acteurs qui n'étaient pas pris en compte dans le règlement passé. Et je ne vais pas revenir sur ces éléments-là parce que le règlement est disponible et la commissaire a fait un exposé brillant sur la question. Nous avons aussi le cadre structurel ou institutionnel qui est l'établissement du groupe de travail sur les communications dont elle est la vice-présidente. Elle a aussi indiqué le rôle de ce groupe de travail. L'autre point, c'est le troisième. Il s'agit de la communication, de la sensibilisation, du plaidoyer, de la formation et de la diplomatie. Alors, c'est un ensemble, je peux l'appeler une triptyque que la Commission utilise pour pouvoir parvenir à faire en sorte que non seulement quand elle formule ses recommandations dans les communications, elle puisse parvenir effectivement aux institutions adéquates qui peuvent actionner des processus de mise en œuvre effective de ces recommandations-là. Donc, il y a un travail permanent pour pouvoir actualiser la base de données des institutions. Normalement, la Commission communique avec les États à travers le ministère des Affaires étrangères. Et c'est le ministère des Affaires étrangères qui est chargé de transmettre en tout cas les recommandations et les exigences ou les recommandations de la Commission aux diverses institutions adéquates ou pertinentes dans l'État. Chaque État a ses formes et ses formules. Et on a commencé par copier le ministère de la Justice, le ministère des Droits de l'Homme et peut-être d'autres ministères qu'on dirait être assez critiques dans la mise en œuvre de ces décisions-là. Donc, il y a ce travail de communication, ce plaidoyer et aussi la formation à travers les ateliers que les partenaires et nous-mêmes organisons pour pouvoir faire l'état des lieux et relever les difficultés réelles de mise en œuvre de ces décisions. Donc, il y a une diplomatie, c'est un mix de divers éléments que la Commission essaie de mettre en œuvre pour pouvoir aboutir à cet objectif-là. Et il y a un quatrième élément que je peux appeler la coercition, mais avec 3 points d'interrogation à la fin. Et cette coercition peut découler du règlement intérieur et de la charte. Vous voyez qu'à l'article 34, on dit que l'article 34 du règlement intérieur, la Commission fait rapport de ces décisions aux organes délibérants de l'Union africaine au terme de l'article 54 de la charte. Je crois que c'est un mécanisme qui permet de dire aux organes délibérants que voilà, vous nous avez donné une mission, nous l'avons accomplie, voilà l'état des lieux, voilà ce que nous avons requis de tel État et tel État, et voilà l'état de mise en œuvre de ces recommandations et que nous rencontrons des difficultés à faire effectivement appliquer telle et telle recommandation. Là, comme c'est une assemblée plénière, les États qui sont ainsi interpellés
Et vous savez bien que les États n'aiment pas être interpellés dans une instance publique, d'avoir manqué à leurs obligations. Donc, c'est un peu ce type de coercition qui ne dit pas son nom, qui est capable de faire bouger les lignes et de prendre effectivement les contacts avec les autorités ou les personnes pertinentes dans l'État qui pourraient faire bouger les lignes au niveau de la mise en œuvre de ces recommandations-là. Il y a également le rapport qui est fait lors des sessions publiques de la commission. Le groupe de travail dont on a parlé fait rapport de l'état de mise en œuvre des décisions de la commission, tant bien que celles qui ont eu un commencement d'exécution ou une mise en œuvre intégrale, ce qui est rare, même s'il y a des cas. Et donc, dans la session publique, on a ce rapport-là qui peut se voir être commenté par les parties, c'est-à-dire les États et les acteurs en place. Donc, voilà un peu le cadre. Mais je vais encore faire un élément sur les perspectives de la commission en termes de comment résoudre ces questions-là. La commissaire a indiqué un lot de recommandations après avoir identifié les problèmes. Il faut se dire il faut noter que dans le plan stratégique 2021-2025 de la Commission, il y a un point important qui concerne la difficulté de mise en œuvre des décisions de la Commission et une sorte d'objectif qui est de permettre, qui vise à mettre effectivement en œuvre ces décisions-là. Il y a 3 éléments qui ont été identifiés comme action à poser dans ce contexte-là, qui est la mise en place d'une unité de suivi de la mise en œuvre des décisions de la Commission au sein du secrétariat de la Commission. C'est une avancée importante et je crois que cela pourra se faire dans le cadre de la restructuration des institutions de l'Union africaine. Quand vous prenez l'organigramme du secrétariat, ces éléments-là n'étaient pas pris en compte dans la mesure où vous avez les expertises qui sont recrutées, qui parlent de chargés de protection, chargés de promotion. Moi, par exemple, je suis chargé de promotion. Donc, bon, il y a cet aspect de mise en œuvre et de monitoring de la mise en œuvre n'avait pas été pris en compte. Ce n'est pas un élément fortuit parce que d'entrée de jeu, les États pensaient que le concept du pacta sunt servanda va s'appliquer, que de bonne foi, les parties à la charte vont mettre en œuvre de bonne foi les décisions de la Commission. Mais ce qui n'est pas le cas, donc il faut élaborer des stratégies à cet effet-là. Donc la mise en œuvre de cette unité de suivi de la mise en œuvre des décisions de la Commission va être très importante avec la capacité nécessaire, c'est-à-dire que la correspondance avec les parties prenantes dans les États qui sont capables de effectivement actionner les leviers nécessaires à l'interne pour que ce qui est dit par la Commission puisse être fait et bénéficier aux justiciables. Donc, il y a ce point-là. Il y a aussi que ce plan stratégique prévoit d'équiper les institutions nationales des droits de l'homme, les ONG, dans leur capacité à suivre et monitorer la mise en œuvre des décisions de la Commission. C'est un point important parce que ces institutions ou ces organes ne sont pas la plupart du temps équipés à faire rapport non seulement à la Commission de l'état de mise en œuvre de ces décisions, mais aussi ne savent pas où trouver l'information nécessaire. Donc, c'est un plan assez important. La Commission aussi souhaite, dans son plan de travail, dans son plan stratégique 2021-2025, apporter un soutien aux États dans la mise en œuvre de leurs décisions. De façon pratique, la commissaire, Madame Rachel Mouré l'a indiqué, on ne sait pas qui est l'institution chargée de mise en œuvre effective des décisions de la Commission. Donc, je pense que ça pourrait être un travail de discussion avec les États pour voir est-ce qu'ils ont un système permanent de mise en œuvre des décisions de la Commission et des décisions des instances internationales et spécifiquement des décisions de la Commission. Si c'est un organe permanent, cela va éviter qu'au terme des changements de gouvernement ou de ministère et autres, on puisse avoir cette structure-là qui va être le vis-à-vis direct de l'unité de mise en œuvre qui est au sein de qui sera établie au sein de la Commission afin de parvenir à ces objectifs. Rappelez-vous que dans nos États africains, il y a des changements de ministère, des changements de responsabilités et même en ce qui concerne les rapports aux organes de traité,
on a dû batailler dur pour pouvoir établir ce qu'on appelle les comités interministériels ou autres permanents de rapport aux organes de traité. Cette même approche pourrait être faite dans les États pour avoir des organes interministériels, mais en tout cas permanents, qui vont permettre de faire le suivi et la mise en œuvre effective des décisions de la Commission. Bon, je crois que j'ai un peu balayé les contours de ce qui restait. Et il y avait un élément aussi qui peut-être a échappé. Dans les observations conclusives au thème des rapports périodiques des États, la Commission a décidé maintenant d'interpeller les États, de faire des recommandations dans le sens de, selon la nature de l'État et les communications où on est parvenu à des décisions sur le fond qui ne sont pas mises en œuvre, de dire de façon expresse que l'État est appelé à mettre en œuvre les décisions et les recommandations de la Commission dans les communications contre cet État-là. Voilà un peu. Je voudrais dire que plein d'efforts sont faits au niveau du secrétariat pour parvenir à combler le gap qu'il y a en termes de mise en œuvre, de suivi de mise en œuvre. À ce propos, il y a eu des visites d'études, notamment à la Cour interaméricaine au Costa Rica, où on a eu à échanger avec l'unité de mise en œuvre de cette institution-là qui est véritablement établie et qui est une cheville ouvrière. La Cour a constaté que sans mise en œuvre de cette décision, il n'y a pas de raison de son existence. Donc, elle a beaucoup misé sur ces structures-là. Donc, il y a déjà des exemples à travers le monde de ce type d'unité qui pourraient inspirer et guider la Commission dans cette œuvre. Je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert à toutes les questions qui pourraient intervenir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bruno, pour cette présentation et pour avoir effectivement complété la présentation faite par l'honorable commissaire. Avant de passer à la présentation suivante, j'ai deux informations, deux annonces à faire. Premièrement, j'ai reçu un email demandant à savoir comment poser les questions. Les questions, vous pouvez nous les envoyer par messagerie. Et la deuxième chose concerne les canaux de langue, puisque nous avons l'interprétation disponible. Donc, si vous continuez et vous ne coupez pas le son original ou d'origine, vous allez suivre deux voix en même temps. Donc, il est important de couper ce son d'origine. Maintenant que nous avons suivi les présentations de Madame la commissaire et de Monsieur Menzan, nous allons donc passer à la présentation suivante qui sera offerte par Dr Eno, le greffier de la Cour africaine. Dr Eno, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Merci au professeur France. Merci au professeur Murray. J'ai vu ici l'honorable Justice Mensahla, qui est l'un de mes patrons. L'honorable vice-président, monsieur le juge Kyoko, a été invité à parler. Malheureusement, il m'a demandé de bien vouloir présenter ses excuses aux organisateurs car il avait un autre engagement. Il m'a demandé cependant de bien vouloir m'exprimer au nom de la Cour. Je suis par conséquent ravi de voir que le Justice Mensahla est parmi nous. Je vois également quelques autres collègues de la Cour qui nous ont rejoints pour participer à ce débat et je vous souhaite la bienvenue. Ma présentation portera sur les mesures prises par la Cour africaine des droits de l'homme pour la mise en œuvre des décisions de la dite Cour. Dans ma présentation, je parlerai de ce qui constitue les décisions
de la Cour, je parlerai du statut de mise en œuvre des décisions, je parlerai des raisons possibles qui expliquent le manque de conformité en ce qui concerne la mise en œuvre des décisions. Et pour finir, je parlerai des mesures qui ont été mises en œuvre pour faciliter et améliorer la mise en œuvre des dites décisions. Je me focaliserai sur deux approches. Une approche basée sur les traités. Il s'agit d'une initiative mise en œuvre par la Cour elle-même afin d'améliorer la mise en œuvre de ces décisions. Toutes mes excuses. Est-ce que vous voulez que je partage votre présentation PowerPoint à l'écran? Oui, vous pouvez la partager sur l'écran, mais je peux gérer à partir de mon écran, à partir de mon système à moi-même. Oui, donc veuillez partager votre écran afin que nous puissions voir ce qui se passe et que l'auditoire puisse voir votre présentation. D'accord, je vais voir. Oui, allez-y, partagez l'écran s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez? D'accord, merci beaucoup. Merci bien. En termes d'introduction, je disais donc que en vertu de notre règlement qui a été adopté le 25 septembre 2020, nous avons défini qu'une décision de la Cour fait référence à toute décision prise par la Cour dans l'exercice de ses pouvoirs judiciaires et qui s'exprime sous forme de jugement, de décision, d'opinion ou d'ordre ou d'ordonnance. Mais dans le cadre de cette présentation, je me confinerai uniquement à deux types de décisions, à savoir les jugements et les décisions. Et au départ, les décisions étaient appelées, ou les arrêts, pardon, étaient appelés des mesures provisoires. Nous allons donc nous confiner uniquement aux jugements et aux arrêts sur les mesures provisoires. La nature de ces décisions et les actions qui doivent être prises par les parties concernées sont décrites dans les articles 27 à 31 du protocole. Et c'est ce sur quoi je porterai mon attention. Nous allons maintenant porter notre attention sur les dispositions en question. L'article 27 stipule que lorsque la Cour estime qu'il y a eu une violation, elle peut justement décider de recours, y compris des compensations ou des réparations. L'article 27.2 porte son attention sur les cas d'urgence ou de gravité extrême. Et c'est ici que la Cour peut demander à ce que des mesures intérimaires soient prises en attendant de prendre une décision sur les mérites du dossier. L'article 28 alinéa 2 stipule qu'un jugement à la majorité est final et ne peut faire l'objet d'appel. L'article 28 alinéa 3 stipule que la Cour peut réévaluer son jugement et l'article 28 alinéa 4 stipule que la Cour peut interpréter son propre jugement. L'article 29 alinéa 1 stipule que le jugement de la Cour ou l'arrêt de la Cour est notifié à toutes les parties. Et l'article 29 alinéa 2 indique que cet arrêt
est notifié au Conseil exécutif qui s'occupera du suivi de la mise en œuvre au nom de la conférence. Ceci est très important car ici, il s'agit du suivi de la mise en œuvre des décisions de la Cour. L'article 30 porte sur l'exécution et indique que les États parties s'engagent à exécuter les décisions de la Cour dont elles font partie. L'article 31 est également très intéressant car il exige que la Cour fasse un rapport de ses activités et ce, au cours de chacune des réunions de l'Assemblée et plus précisément fasse un rapport des dossiers ou des cas dans lesquels les États parties ont refusé de se conformer aux décisions de la Cour. Voilà donc les décisions du protocole qui portent sur justement la mise en œuvre des décisions de la Cour. Mais maintenant, quel est l'état de mise en œuvre et l'état de respect de ces décisions? Comme vous le voyez, les statistiques montrent que la situation n'est pas très reluisante. Notre rapport d'activité 2020 stipule ce qui suit. Selon le rapport, seuls 7% des décisions ont été entièrement mises en œuvre. Et ces décisions portent sur la situation du Burkina Faso, qui est le seul pays à avoir entièrement mis en œuvre les décisions de la Cour. Dans 18% des cas, il y a eu un respect partiel et dans 75% des cas, il n'y a eu aucun respect des décisions prises par la Cour. Il faut également stipuler que dans certains cas, des États ont même indiqué clairement qu'ils ne respecteraient pas les décisions prises par la Cour. Et ces décisions n'avaient même pas été prises. Les États ont indiqué leur position avant que les décisions ne soient prises. Maintenant, pour ce qui est de la mise en œuvre des décisions relatives aux mesures provisoires, il faut préciser ici qu'il n'y a qu'un seul pays qui s'est conformé aux décisions, mais ce, avec hésitation, et il s'agit du Ghana. Certains États ont soumis des rapports sur le statut du respect des décisions, mais cela a fait l'objet de contestations par certaines parties prenantes et il s'agit ici de la Libye, du Kenya et de la Côte d'Ivoire. Et dans la majorité des cas, il n'y a eu aucun rapport qui a été présenté. Lorsque vous regardez notre rapport d'activité 2020, vous remarquerez un tableau qui montre justement tout cela et qui montre que dans certains cas, aucun rapport n'a été soumis par les États parties. Mais maintenant, quelles sont les raisons qui pourraient expliquer ce manque de conformité? Au niveau de la Cour, nous n'avons mené aucune recherche indépendante pour essayer de déterminer pourquoi est-ce que la conformité n'était pas respectée. Cependant, ce que nous avons remarqué, c'est ce qui suit. Premièrement, à ce jour, il n'existe aucun système de suivi de la mise en œuvre au sein du système de l'Union africaine pour suivre la mise en œuvre des décisions. C'est vrai que le protocole, en vertu de l'article 29, alinéa 2, stipule qu'il y a un système de mise en œuvre, mais il faut dire que le Conseil exécutif n'a pas créé ou n'a pas mis en œuvre un tel système. Et donc, le système exécutif ou le Conseil exécutif ne peut se baser sur aucun mécanisme. Deuxièmement, nous avons remarqué qu'il y avait un manque de compréhension de ce que constituent les décisions de la Cour. En ce qui concerne les décisions provisoires, nous avons remarqué que beaucoup de pays ne comprenaient pas ce que cela signifiait. Ils ne comprenaient pas que quand on parle de mesures provisoires, il s'agit simplement de la suspension
du dossier jusqu'à ce que la Cour puisse prendre une décision sur l'acceptation du dossier. Et ceci, nous avons remarqué cela avec la Tanzanie, le Ghana, le Bénin et même la Côte d'Ivoire, qui ont refusé de respecter certaines décisions en estimant que la Cour avait déjà pris des décisions sur un dossier alors que cela n'était pas le cas. Pour la Tanzanie, la Cour m'a demandé de diriger une délégation qui rencontrerait le ministre de la Justice afin de lui expliquer ce que nous entendions par mesure provisoire. Car la Cour avait pris la décision d'adopter de manière systématique des mesures provisoires sur les cas impliquant justement certaines décisions. Et le gouvernement tanzanien a pensé que la Cour ne faisait que s'opposer justement à la décision des tribunaux tanzaniens en ce qui concernait la peine de mort. Or, cela n'est pas du tout le cas. Et nous avons donc dû mener une délégation pour mieux expliquer la situation et le travail de la Cour. C'est exactement la même position adoptée par le Ghana lorsque nous avons pris une décision en termes de mesures provisoires. Le troisième problème que nous avons rencontré, c'est le manque de compréhension ou la définition du statut de ce qu'on appelle un jugement de la Cour. S'agit-il d'un jugement étranger qui doit être traité comme une décision étrangère qui doit être mise en œuvre au niveau national, ou s'agit-il d'une décision qui doit s'exécuter automatiquement au niveau national? Certains pays ont besoin de clarification et je crois que le professeur Murray a évoqué cet aspect. Quels sont les mécanismes qui ont été mis en place dans la plupart des pays pour traiter des décisions prises par la Cour? S'agit-il de décisions étrangères qui doivent ensuite passer par les processus législatifs nationaux ou y a-t-il besoin de mettre en place un mécanisme qui permet aux décisions prises par la Cour d'être exécutées automatiquement au niveau national? La CEDEAO dispose d'un système qui permet aux jugements pris au niveau communautaire de passer par un processus national pour exécution automatique. Et c'est également le même système que nous avons. Le résultat est que une décision étrangère qui, par exemple, a été prise en Grande-Bretagne n'a pas besoin de passer ou a besoin de passer par un système législatif national. Mais au niveau de la Cour, nous n'avons pas de standard qui soit exécuté de la même manière par les différents pays. Nous avons également identifié un autre problème qui est lié au statut d'un jugement. Il y a un manque d'utilisation de mécanismes nationaux pour s'assurer de la mise en œuvre des décisions juridiques. Nous avons besoin d'un point focal au sein des ministères des Affaires étrangères ou des ministères de la Justice qui permettrait de faciliter la mise en œuvre des jugements de la Cour. L'une des difficultés que nous avons également remarquées, c'est le manque de volonté politique. Je crois que le professeur Murray a parlé de la volonté politique et je suis d'accord avec elle. Il ne s'agit pas simplement de la volonté politique. Cette dernière peut exister, mais il doit exister également des processus au niveau national pour réaliser justement cette volonté politique. Ce que moi j'ai remarqué, c'est que lorsque cette volonté politique s'exprime au niveau des politiques, les mesures doivent également être prises pour s'assurer que
les étapes suivantes qui doivent être franchies pour transformer cette volonté politique en actes concrets doivent exister. Et donc, cela commence par la volonté politique, mais il faut justement que les actes soient concrets. Donc, la volonté politique doit exister. Les politiques doivent ensuite être exécutées, adoptées pour que les jugements de la Cour soient mis en œuvre. La volonté politique n'est pas tout, elle ne représente pas tout, mais elle joue un rôle crucial. Je vais maintenant parler des mesures prises par la Cour pour améliorer la conformité. Ces mesures sont divisées en deux parties. Premièrement, il y a une approche basée sur le traité et c'est l'approche présentée par le protocole créant la Cour. L'article 29, par exemple, stipule que le Conseil exécutif vérifie et suit la mise en œuvre des décisions de la Cour au nom de l'Assemblée. Malheureusement, le Conseil exécutif n'a pas mis en place de mécanisme pour ce travail. L'article 31 donne mandat à la Cour pour faire un rapport à l'Assemblée et plus précisément dans les cas où les États n'ont pas respecté les décisions de la dite Cour. Je peux dire ici qu'au cours de chacune des sessions de la Cour, elle a effectué des rapports sur la situation relative à ces jugements et dans le passé, il faut également préciser que le Conseil exécutif adoptait une décision sur la base du rapport d'activité de la Cour, exhortant les États à prendre des mesures pour respecter les jugements et les décisions de la Cour. Et je crois que cette situation perdurera. Et en janvier 2018, le Conseil exécutif a décidé de ne plus mentionner dans cette décision les pays qui n'ont pas respecté les décisions de la Cour. D'après le Conseil exécutif, cette approche donc, de nommer les pays n'était pas productive. Le Conseil a donc décidé de cesser de nommer les pays. Il a cependant permis à la Cour de mentionner les pays dans le rapport d'activité, mais le Conseil lui-même refusait de mentionner les pays dans les décisions du Conseil. La Cour a essayé d'évoquer cette question en montrant que cette disposition était contraire à l'article 31. Malheureusement, elle n'a pas connu de succès. La Cour elle-même a pris d'autres mesures pour essayer d'assurer le respect de ces décisions. Premièrement, certaines initiatives incluent l'élaboration d'un cadre pour le respect et le suivi. Il s'agit premièrement de pouvoir vérifier un peu, améliorer le travail du Conseil exécutif et donc la Cour a élaboré ce cadre de suivi et de conformité. Ce cadre dispose d'une approche à 8 étapes. Oui, monsieur, je suis désolé, je vais devoir vous arrêter. Je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire. Malheureusement, vous avez fini vos 10 minutes et peut-être je vais vous demander de bien vouloir résumer le tout en 3 minutes. Ce cadre contient donc 8 étapes, comme je le disais. Nous les avons présentées aux responsables des affaires juridiques et cette approche sera soumise au Conseil exécutif pour adoption. Une fois adopté, le cadre deviendra l'un des instruments juridiques de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous espérons que cela sera effectif très bientôt.
La deuxième chose, la deuxième mesure, c'est l'adoption d'un nouveau règlement intérieur ou de nouvelles règles dans son règlement. Et la règle 81 et la règle 80 et 81, par exemple, porte sur un mécanisme de suivi. Lorsqu'il y a une contestation des décisions ou lorsqu'il y a un conflit en ce qui concerne le respect des décisions, la Cour peut donc décider d'écouter les parties et de décider s'il y a lieu justement de, ou de prendre une décision pour assurer le respect des décisions préalables. Troisième mesure, la mise en œuvre d'une unité de suivi au sein du secrétariat. Il s'agit ici de faciliter justement le processus de suivi et de conformité. Nous sommes en cours de recrutement d'un officier responsable de ce travail et il s'agira du premier port d'attache en termes de suivi et de conformité. Cette unité va développer un canevas de suivi ainsi qu'un échéancier pour les rapports qui sera envoyé aux États. Pour finir, nous avons invité les États à soumettre des points focaux ou à nommer des points focaux qui seront responsables de la communication avec la Cour et plus précisément en ce qui concerne la mise en œuvre des jugements de la Cour. Malheureusement, seuls quelques pays ont envoyé des personnes focales, mais nous continuons de travailler avec les différentes parties prenantes pour nous assurer que cela devienne une réalité très bientôt. Nous continuons de travailler avec des instances telles que les instituts des droits de l'homme, les organes de l'Union africaine, les barreaux de chaque pays, les médias, ainsi de suite, pour nous assurer d'améliorer le niveau de conformité et de respect des décisions prises par la Cour. Je m'arrêterai ici. Je sais que j'ai encore un peu de temps pour répondre aux questions. Je profiterai donc de cette opportunité. Toutes mes excuses pour le temps que j'ai pris. Merci beaucoup, Dr. Eno, et merci pour cette présentation très détaillée. Je vais informer notre audience que la présentation PowerPoint partagée par le Dr. Eno sera disponible et sera partagée. Une fois de plus, l'enregistrement de ce webinaire sera disponible et donc si vous avez des difficultés de connexion, des difficultés de réseau, ne vous en faites pas, vous aurez accès à l'enregistrement du webinaire. Après la présentation du docteur Eno, nous allons continuer avec le comité sur les droits et le bien-être de l'enfant et nous continuerons notre discussion avec l'un des représentants du dit organe. Merci, Monsieur Adem. Merci. Merci et bonsoir à tous. Merci au professeur pour l'organisation de ce webinaire et merci pour l'invitation que vous m'avez envoyée. Puis-je partager mon écran? Oui. Très bien. Le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Madame Adiam? Le comité a récemment révisé ses directives relatives à la communication afin d'inclure les procédures pour la mise en œuvre. Au départ, le comité avait adopté des directives relatives à la mise en œuvre, mais
a essayé de réviser également tous ces documents l'année passée. Et au cours de cette révision, différentes directives ont été fusionnées, et notamment celle sur la considération des communications et bien sûr celle portant sur les décisions prises par le comité. Les décisions, donc, peuvent être prises sur les mérites du dossier, mais les décisions peuvent être également prises sur les mesures provisoires lorsque, par exemple, il s'agit de cas urgents qui nécessitent des actes pris dans les médias. Et des décisions peuvent également être prises dans le cadre de règlements à l'amiable. Et dans certains cas, par exemple, le comité doit prendre des décisions et pour cela, il faut qu'il se prononce. Et notamment lorsqu'il y a, par exemple, des allégations de violation. Je vais très rapidement parler du travail et de la façon dont le comité effectue son suivi. D'après la version révisée des directives, une fois que les décisions ont été prises, les États sont informés et doivent envoyer un rapport au comité 180 jours après avoir reçu la décision de ce dernier. Lorsque les États n'envoient pas leur rapport dans ce délai, le comité peut ensuite leur accorder un délai supplémentaire de 80 jours, après quoi le rapport doit être partagé avec les demandeurs. Et cela permettra justement à ces demandeurs d'être informés des décisions qui sont prises. Ensuite, il y a les audiences. Les audiences sont en fait les audiences de mise en œuvre. Et ces audiences peuvent être organisées que le rapport d'un État soit soumis ou pas. Et au cas où le comité, par exemple, ne recevrait pas le rapport d'un État, l'État peut être informé et invité à une audience de mise en œuvre. Et il s'agit ici de pouvoir discuter du rapport de l'État et il s'agit de donner l'opportunité à l'État de présenter sa situation. Les demandeurs sont invités et après décision, le comité peut inviter justement l'État à participer aux délibérations. Cette audience de communication, cette audience est ouverte. Après l'audience, le comité peut ensuite présenter des recommandations d'orientation qui seront partagées avec toutes les parties prenantes. Donc, la commission a également une procédure qui lui permet donc de désigner un de ses membres comme rapporteur et celui-ci a la responsabilité de faire le suivi de la mise en œuvre des décisions de la commission et donc, ces rapports peuvent être présentés pendant les sessions de la commission et il peut également être évoqué les différents défis rencontrés par les États et la commission peut donc se rapprocher des États sur la base de ces rapports. Et en ce qui concerne le règlement intérieur de la commission, il a la responsabilité d'entreprendre des visites sur le terrain dans les pays et cela peut se faire pour plusieurs objectifs, y compris donc le suivi de la mise en œuvre des décisions de la commission. Donc, aussitôt que la décision a été prise, la
commission donc arrive sur le terrain pour des prises de contact avec les différentes organisations pour établir quelles mesures ont été donc adoptées pour la mise en œuvre des décisions. Et en ce qui concerne la mise en œuvre des décisions défaillantes, malgré donc toutes les mesures constatées, dues par exemple au manque de rapport ou d'autres raisons, donc cette commission peut donc établir un rapport sur la situation. Et donc, le conseil exécutif qui reçoit donc ce rapport aura donc la latitude de prendre toute la décision qui convient. Et bien sûr, les mécanismes de rapport des États parties en ce qui concerne les procédures de communication. Donc, lorsque les États parties soumettent leur rapport à la Commission sur le processus ou l'état d'avancement de la mise en œuvre, la Commission et bien sûr ces décisions sont donc examinés pendant le dialogue constructif. Et l'an dernier, le comité a également mis en place un groupe de travail sur la mise en œuvre des décisions. Donc récemment, nous avons donc commencé avec la mise en place des groupes de travail. Donc, ce groupe de travail sur la mise en œuvre des décisions a donc été créé et il deviendra opérationnel en avril 2021, donc le mois prochain. Un autre moyen par lequel la commission essaye d'assurer le suivi des décisions, ce sont donc les commissions nationales ou les instituts des droits de l'homme nationaux. Et donc, le rôle qui est confié à ces instituts nationaux des droits de l'homme est donc d'assister la commission quant au suivi de la mise en œuvre des décisions sur le plan local. Il existe plusieurs opportunités dans ce mécanisme de suivi à la disposition donc de la commission. La commission donc a sa 36e session prévue la semaine prochaine. Il y aura donc une audience sur la mise en œuvre des décisions par le gouvernement du Cameroun, Sénégal, Mauritanie. Et c'est donc là une tendance croissante qui consiste à inviter les pays à soumettre leur rapport à la commission avant que des décisions ne soient prises. C'est donc là l'opportunité d'avoir donc la version des États. Et cette audience sur la mise en œuvre est documentée et le document est rendu public. Donc, la commission a donc des échanges assez riches avec les États et cela peut être appelé un dialogue constructif qui vise à encourager l'État à soumettre leur rapport et à évoquer les défis qu'ils ont rencontrés par rapport aux mesures qui ont été prises pour la mise en œuvre. Donc, c'est une façon d'encourager les États. Et bien sûr, il y a les retards quant à obtenir les réactions des États ou les réponses des États en ce qui concerne les délais de soumission des rapports. Donc, lorsque ces délais ne sont pas respectés, ce qui arrive souvent, bien sûr, c'est un problème qui arrive souvent. Et il y a également
l'absence de directives. Bien sûr, les directives qui existent ne comprennent pas une procédure détaillée qui permet donc d'arriver à des décisions mesurables. On l'a vu dans les présentations précédentes. Que pour éviter certains problèmes, il faut des directives adéquates. Et la Commission a donc essayé d'élaborer ces directives pour arriver à des décisions concrètes. Il y a également l'absence de coordination entre la Commission et les instituts nationaux des droits de l'homme. Nous n'avons aucune de ces institutions qui a donc soumis une demande pour être admis comme affilié. Lorsqu'une décision est prise, elle pourrait demander la coordination des différents organes de l'État pour sa mise en œuvre. Donc, cette coordination demande des ressources techniques et financières au niveau de l'État. Cela demande également des ressources du comité ou de la commission pour le suivi. Et il y a également le problème du manque de volonté politique qui est récurrent. Donc, c'est très important que tous les organes, y compris la Commission, mettent en place des mesures permettant d'évaluer donc la mise en œuvre des décisions. Et bien sûr, cela devrait permettre de donc, plus les échanges sont constructifs, plus la tâche sera facile pour le comité en ce qui concerne la mise en œuvre, vu la perspective constructive. C'est ce que nous avons constaté, parce qu'il y a une hésitation à mettre en œuvre les décisions qui ont été prises à travers les mécanismes. Et il y a un autre point important à souligner. Comme je l'ai dit, les décisions peuvent concerner différents organes de l'État et pas tous sont informés ou connaissent le mandat ou la responsabilité du comité ou de la commission. Et donc, il est important de renforcer la visibilité de la commission auprès de ces institutions ou de ces organes. La collaboration entre les trois organes est également importante, comme l'a dit Dr. Reynaud tantôt. À travers nos différents mécanismes, nous, on peut amener les États donc, à appliquer ou à mettre en œuvre les décisions. Et en ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre des décisions, l'on constate une tendance qui est telle que lorsque la société civile du moins, on devrait savoir que le suivi de la mise en œuvre est un aspect important pour faire avancer donc la question des droits humains. Et donc, chaque fois
qu'un organe essaye de saisir la commission pour une décision, il faudrait tenir compte du fait que le suivi de la mise en œuvre des décisions fait partie des attributions de cette commission. Merci beaucoup de votre attention. J'ai essayé d'être aussi bref que possible, tenant compte du temps. Je reste à votre disposition pour les questions et les observations. Merci beaucoup, chère madame, pour votre présentation. Pour répondre à votre question, oui, vous avez respecté le temps. Bonne gestion du temps à vous. Et comme vous l'avez dit, nous allons vous accorder 1 ou 2 minutes plus tard pour, du moins, maintenant, je vais faire appel professeur Bellion et mon collègue Yako pour la session de questions-réponses. Oui, j'ai essayé donc de grouper, de rassembler toutes les questions et observations pour permettre aux intervenants d'y répondre. Je vais essayer de faire la synthèse autant que possible des différents points qui ont été évoqués ici. J'ai manqué quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. Nous avons des questions adressées à la commission, à la Cour et bien sûr à tout le monde. À la commission, il y a un certain nombre de questions qui ont été donc posées sur les dossiers référés à la Cour. Quels sont les changements qu'ont apporté le règlement intérieur de 2020? Et il y a des questions liées à la capacité du secrétariat quant au suivi de la mise en œuvre, pardon, et des questions également qui tournent autour des points focaux. Et donc, cela a été évoqué en ce qui concerne la Cour, mais on aimerait savoir quelle est la situation en ce qui concerne la Commission. Et ensuite, l'on demande à savoir quels sont les critères donc, qui permettent d'analyser les informations reçues sur la mise en œuvre. Et bien sûr, quel est le rôle des tribunaux nationaux dans ce processus de mise en œuvre. Donc, l'article sur le rôle de la Cour. Et ensuite, nous avons des mesures et le cadre adopté par la Cour. Est-ce qu'elles sont donc appliquées aux décisions qui ont été donc prises avant le nouveau règlement intérieur? Et le fait que les décisions ne sont sans appel ont amené à la suppression de l'article 34.6. On aimerait avoir un commentaire là-dessus. Il y a également une question quant à la qualité de membre du comité. La question a été posée également de savoir si un rapporteur était suffisant. Et une question a été également posée sur les données. Est-ce que le comité a à sa disposition des données? Et quelles sont les mesures qui ont été prises par le conseil exécutif lorsque la commission soumet un rapport sur la non-exécution des décisions? Et il y a également un certain nombre de questions qui sont adressées à tous les intervenants quant à la publication de l'information sur la conformité. Question sur le rôle des médias et que faites-vous
lorsque les États ne réussissent pas à passer à la mise en œuvre? Quelles sont les sanctions? Quelles sont donc les incitations prévues? Et quant aux stratégies nationales, etc. Et donc, je vais passer la parole à Félicia. Et bien sûr, ensuite, nous aurons les réponses de nos intervenants. Et bien sûr, les questions posées reflètent donc la richesse et la variété qui caractérisent le dialogue que nous avons ici aujourd'hui. Avant de continuer, il y a une autre question sur l'architecture de gouvernance africaine. Comment cet organe est donc-il exploité en ce qui concerne la mise en œuvre des décisions? Est-ce que les panélistes pourraient également aborder cet aspect? Et Michael, je pense que cette question est arrivée pendant que je parlais. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer nous allons commencer par les questions adressées aux organes. Nous allons commencer par la Commission africaine. Peut-être que le commissaire Abomo aimerait prendre la parole ou M. Marzane. Merci, monsieur le modérateur. Je prends juste la parole pour dire que monsieur Manzane va répondre aux questions adressées à la commission. Merci. OK. Allô. Merci, madame. Merci, madame la commissaire. Donc, monsieur Marzane, vous avez la parole. Oui, merci, honorable commissaire. Vous me prenez un peu de cours. Je pensais que l'assistance allait être faite par vous, mais bon, je vais m'essayer sous votre contrôle. Je crois qu'il y a 3 questions adressées principalement à la commission. La première est le renvoi des affaires à la Cour, c'est-à-dire il y en a combien et quels sont les changements de cette procédure relativement à le règlement de 2010 et du règlement de 2020. La commissaire l'a indiqué dans sa présentation. Il y a depuis lors 3 affaires qui ont été portées devant la Cour, qui ont eu des sorts différents, particuliers chacune de ces affaires. Et je ne vais pas m'étendre sur les difficultés techniques internes qu'il y a dans cette procédure qui est un des pans essentiels de la complémentarité voulue entre les 2 organes. Mais la différence qu'il y a entre le règlement de 2010 et 2020, c'est que le règlement de 2010 prévoyait différentes hypothèses de transfert des affaires à la Cour, notamment pour non-exécution des mesures conservatoires, non-exécution des mesures conservatoires par les États, pour, je pense, non-exécution, non-mise en œuvre de décisions, si je ne m'abuse, mais aussi, bon, je pense que c'était ça pour les oh là là, désolé, il y a du bruit dans le fond, je ne sais pas d'où ça vient, mais aussi pour, comment dit-on, les cas de violation massive. Cette approche a été abandonnée par la Commission dans son règlement intérieur de 2020 sur la base des difficultés qu'il y avait, notamment que il y avait le conflit de valeurs et de valeurs égales entre les 2 institutions. C'est des institutions sœurs, donc bon, l'une ne comprenait pas pourquoi est-ce que l'autre devait examiner de nouveau les affaires qui étaient soumises devant elle. Donc tout ça a créé beaucoup de difficultés techniques, de sorte que la commission a décidé maintenant que les affaires qu'elle renvoie devant la Cour ne devraient pas avoir été examinées de façon substantielle par elle, c'est-à-dire qu'avant une décision sur la recevabilité à tout le moins. Et vous avez l'article 129, pour ne pas dire 130 de ces règlements-là, qui encadrent un peu les conditions dans lesquelles il peut y avoir transfert devant la Cour.
Il faut obtenir le consentement du plaignant, qui est important. Et bon, voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, je crois que obtenir le consentement du plaignant, ça veut dire que le plaignant même est d'accord ou il a requis que son affaire soit transférée, soit renvoyée devant la cour. Mais il faudrait que la commission n'ait pas pris une décision substantielle sur la plainte, notamment qu'elle n'ait pas encore émis une décision sur la recevabilité à tout le moins. Et donc, il n'est même pas question de fonds, etc. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette question de transfert des affaires à la Cour. Donc, je crois que la consultation va continuer entre les deux organes pour permettre que ce mécanisme de complémentarité puisse être optimisé. Capacité de suivi qui a été évoquée au niveau de la Cour. Oui, c'est envisagé, comme je l'ai dit dans mon intervention préalable, que le plan stratégique 2021-2025 de la Commission prévoit l'établissement ou l'institution d'une unité ou d'un département en charge du suivi de la mise en œuvre des décisions. On espère qu'au terme de ce plan stratégique, de la mise en œuvre de ce plan stratégique, là, cette unité sera effectivement instituée. Les points focaux dans les États partis. C'est une des problématiques assez complexes. Je l'ai dit, les États sont mouvants en termes de… Vous avez la structure de nos États qui ne sont pas beaucoup institutionnalisés en tant que tels. Ça fait que les choses sont personnalisées, si je peux m'exprimer ainsi. Quand vous avez une bonne relation de travail avec une personne spécifique qui comprend les enjeux, les demandes et les procédures de ces organes-là en général, et qu'il y a un changement, la mémoire ne reste pas, l'institution ne reste pas et c'est difficile, il faut recommencer de nouveau. L'idée maintenant, c'est de pouvoir faire en sorte que ces structures-là puissent être institutionnalisées indépendamment du changement de gouvernement, de personnes ou de quoi que ce soit dans ces États-là, que la structure puisse rester pour que les canaux de communication et de collaboration puissent demeurer jusqu'à preuve du contraire. Je peux intervenir sur un des points qui concerne le rôle des médias, société civile et autres. Je crois que la commission ne pourrait pas arriver à ses fins sans l'intervention de ces parties prenantes-là. C'est vrai qu'il y a des règles strictes en termes de publicité de la décision de la commission qui ne peut être rendue publique qu'après l'adoption de son rapport d'activité qui a mentionné cette décision-là par l'Assemblée et le Conseil exécutif. Mais après quoi, je crois que c'est bien le rôle de la société civile, des médias et autres, c'est vrai, sous notre impulsion, sous l'impulsion de la Commission, de pouvoir faire en sorte que le commun des mortels puisse savoir que un État X ou Y a été pris à défaut de ses obligations internationales dans une décision spécifique et donc ce genre de pression-là pourrait amener l'État à s'exécuter, si on peut le dire. Et pour terminer, je ne vais pas intervenir sur les autres questions que je ne pense pas avoir les éléments de réponse plus pertinents que les honorables panélistes qui vont intervenir après. Je voudrais indiquer en amont déjà, dans la procédure, vous voyez que on aboutit bien souvent à des décisions par défaut. Je veux parler de la participation de l'État dans les débats contradictoires dans la procédure de ces organes-là. Dès l'instant où vous avez un État qui n'est même pas, qui n'a pas participé au débat, c'est-à-dire que face aux demandes de soumission, d'observation, d'intervention, d'arguments contraires à ceux soumis par les plaignants, il n'y a pas d'intervention. Les différentes étapes de la procédure s'épuisent jusqu'à ce qu'il y ait des décisions par défaut. Dans ce cas-là, il est vraiment difficile de ramener une décision par défaut à un État et lui dire, bon, voilà, même si vous n'avez pas participé au débat, voilà une décision qui s'impose à vous. C'est vrai, sur le principe de la charte du traité du droit international, cela s'impose à cet État, mais je crois qu'il faut qu'un travail en amont soit fait par nos différents organes afin de permettre à ce que la vision, comme l'a dit la collègue du comité,
d'experts sur les droits de l'enfant, la vision que ces États-là ont de ces organes des droits de l'homme puisse changer, de sorte qu'au lieu de les voir comme des entités, on ne peut dire répressives, elles puissent être considérées comme des partenaires qui aident véritablement à ce que l'État puisse être à jour de ses obligations internationales et notamment en termes de la procédure contentieuse. Je vous remercie et je vous remets la parole, monsieur le modérateur. Merci beaucoup, Monsieur Marzan. J'aimerais dire que nous sommes à court de temps. Je vais donc demander aux panélistes d'être brefs dans leurs interventions. Cela permettrait donc que nous finissions dans les 10 à 15 prochaines minutes parce que nous sommes à court de temps. Donc, les organes de l'Union africaine, les organes des Nations unies qui travaillent en collaboration avec la Cour telle que l'Union panafricaine et la coalition africaine. Mais la décision revient à la Cour de décider de la